Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints sur ce live Facebook. Nous sommes ici pour aborder la table ronde violence policière, enjeux et escalade de la défiance en France. Je peux vous dire qu'il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir, on ne va pas jouer à ni oui ni non. Ces mots, c'est les mots d'Emmanuel Macron, qui a repris cette expression contestée de violence policière lors de son entretien en ligne avec Brut le vendredi 4 décembre 2020. La place accordée au sujet, inédite dans une interview présidentielle, témoigne de l'ampleur prise par le débat sur ces violences commises par des membres de forces de l'ordre. Cette intervention avait eu lieu dans un contexte particulier, notamment après la violente agression de Michel Zegler, pour laquelle 4 policiers ont été mis en examen, ou encore l'emploi contesté de méthodes violentes pour démanteler des camps de migrants à Saint-Denis et à la place de la République à Paris, donnant lieu à l'ouverture de 2 enquêtes. Cette présence médiatique du sujet pourrait laisser penser que les accusations portées contre les forces de l'ordre n'ont jamais été aussi nombreuses en France face à une hausse des violences policières. Il faut néanmoins souligner que ces pratiques s'inscrivent dans un temps plus long et qu'elles sont davantage médiatisées en raison des vidéos amateurs filmant les scènes de violence. La visibilité de ces actes s'est aussi accrue grâce aux réseaux sociaux. Dans le cadre législatif, la violence policière en France est définie comme l'autorisation légitime par la loi d'utiliser la force. La dérive de l'utilisation de la force hors du cadre légal, dans le cas des violences non légitimes, renvoie souvent à la notion d'une bavure policière. Pour ces raisons de commodité, nous avons décidé ce soir de ne traiter que la question sous l'angle de la police nationale. C'est pour traiter de ce sujet que nous sommes réunis ici autour du thème suivant, violence policière, enjeux et escalade de la défiance en France. Et avec nous ce soir, pour traiter ce sujet, Valentin Gendreau, Alexandre Langlois et Éric Mirguet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Toi? Bonsoir. Valentin Gendreau, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de l'infiltration. Dernièrement, vous avez réussi une immersion dans la police pendant 1 an et demi, à l'issue de cette immersion, vous avez publié un livre, Flic, et à la suite de cette expérience, qui traite notamment du racisme et des violences au sein de la police. On accueille également ce soir Alexandre Langlois, policier et secrétaire général du syndicat policier Vigie. Vous êtes notamment connu pour, le 27 novembre 2020, l'annonce de votre volonté de quitter la police nationale dans une demande adressée au ministère de l'Intérieur. Dans cette demande, vous avez déclaré, je cite, « Je quitte la police nationale pour les mêmes raisons que j'y suis entré, la défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. » Enfin, j'accueille aussi Éric Mirguet, bonsoir. Vous êtes directeur du pôle Programme et plaidoyer au sein de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme créée en 1974. Concernant le thème de ce soir, votre organisation a déjà traité ce sujet, et notamment grâce au rapport intitulé « L'ordre et la force ». Très bien, donc on va commencer du coup avec les premières questions qu'on a préparées avec Corentin. Donc, à la suite des épisodes violents entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes lors de certaines manifestations, je pense notamment du coup à celle des Champs-Élysées en décembre 2018, nous avons pu assister d'un coup à une escalade de la défiance entre les deux parties. Comment voyez-vous au quotidien la montée de ces tensions entre la société civile et les forces de l'ordre? Peut-être Monsieur Gendreau pour commencer. Si on parle de décembre 2018, donc on va évidemment faire référence aux Gilets jaunes. Je ne suis pas le mieux placé, moi, pour parler des Gilets jaunes parce que ce qui s'est passé lors de ces samedis de Gilets jaunes relève d'opérations de maintien de l'ordre. Moi, durant mes 2 ans d'infiltration et notamment durant mes 6 mois dans le commissariat du 19e arrondissement, je n'ai jamais fait de maintien de l'ordre. J'ai toujours été un policier d'arrondissement, un policier contractuel dans le 19e arrondissement, mais je n'ai jamais été sur des terrains de manifestation. Donc, du coup, je vais laisser ma place, mon tour, voilà, à M. Mirguet et M. Langlois. Merci. Monsieur Langlois, peut-être, sur cette question? La défiance, ça se vit tout simplement par ce qu'a annoncé M. Darmanin en mois de décembre. Il a dit, il était très fier de dire qu'il y avait 66% de Français qui avaient une bonne opinion des forces de l'ordre à l'Assemblée nationale.
Mais c'est juste nul comme résultat. Si les policiers sont utilisés à bon escient, c'est-à-dire défendre les gens en cas d'attentat, en cas de braquage, en venant mettre fin à des violences conjugales et des choses comme ça, je ne vois pas comment on peut être en dessous de 90%. Donc du coup, se féliciter de 66%, ça montre une défiance, au contraire, un problème profond. La deuxième chose, au quotidien, ça se voit quand on croise une patrouille de police, on ne se dit pas bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je suis protégé? Non, c'est qu'est-ce qu'ils vont me trouver? Cette défiance continue et malheureusement ne fait que s'aggraver parce que le pire de l'histoire, c'est que ces mouvements sur le mois de décembre avec les gilets jaunes, c'est que ça a été instrumentalisé par les gens qui nous dirigent. Les policiers sur le terrain n'ont pas de liberté d'action. Toutes les unités constituent un maintien de l'ordre, que ce soit les CRS, les compagnies d'intervention, les gendarmes mobiles, ne peuvent agir que sur ordre de la préfecture de police, sur Paris par exemple notamment. C'est-à-dire qu'en fait, si on leur fait faire, donne des ordres, eux, ils n'ont pas l'initiative. Par exemple, la place de l'Étoile avait été nassée. Les policiers pensaient sincèrement qu'il y avait une porte de sortie, ce que ne nasse pas une place sur un maintien de l'ordre ou un cortège de toute façon pour que les gens justement puissent partir, parce qu'on sait que si les gens sont nassés, c'est une réaction psychologique, ils ont l'adrénaline qui prend le dessus et l'instinct de survie passe avant, engendrant des violences. Résultat des courses, c'est ce qui a été fait. Et les seuls qui avaient une vision d'ensemble de la situation, comme dans tous les maintiens de l'ordre, c'est la salle de commandement. D'ailleurs, ça a été remontré par Mediapart il n'y a encore pas longtemps, en disant, vous voyez comment les ordres de la préfecture de police, tout au long du cortège de la manifestation du 12 décembre de 2020, pour le coup, tout a été organisé pour que ça dégénère. Et donc, en fait, il y a cette opposition. On veut opposer les policiers, la population, avec des gens qui jouent avec nos vies, avec nos blessures. Et on essaye d'opposer à la fois des souffrances. On dit qu'il y a des policiers blessés, des manifestants blessés, des fois même mutilés ou tuer des gens qui sont même innocents à côté. Et les résultats des courses, on oppose des souffrances. C'est que des comportements inadmissibles. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que les comportements sur le terrain qui sont inadmissibles ne sont pas sanctionnés. Et surtout, ceux qui donnent les ordres, qui engendrent ce chaos, ils ne sont jamais au tribunal. Donc ce fossé va se creuser tant qu'on sera dirigé par des gens qui engendrent le chaos. Merci. Monsieur Mirguet, peut-être? Oui, alors donc nous, effectivement, on a sorti un rapport sur le maintien de l'ordre au mois de mars de cette année, mais de manière plus globale, nous, ce qui nous préoccupe, c'est, comme toujours, c'est la réponse face à ces violences, puisque les violences, elles ont été beaucoup médiatisées par l'épisode des Gilets jaunes, mais comme beaucoup de gens l'ont mentionné et mis en avant, c'est pas une question qui est nouvelle. Les problèmes d'usage abusif de la force par les forces de l'ordre, c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps et sur lesquelles, depuis très longtemps aussi, en fait, il n'y a pas de réponse. Et cette défiance, elle vient aussi beaucoup de là. Le fait que beaucoup de citoyens, beaucoup de collectifs de victimes, beaucoup d'associations alertent, sont préoccupés par l'usage abusif de la force et à chaque fois, il n'y a pas de réponse. Des réformes sont demandées depuis très longtemps sur le type d'armement, sur les méthodes d'interpellation, sur la façon d'utiliser la force, et il n'y a pas de réponse. Et donc forcément, ça ne fait qu'accentuer ce que là on appelle une défiance, mais je pense que dans beaucoup de situations, on peut plus désormais parler d'hostilité que de défiance. Et donc nous, on espère que la médiatisation va faire qu'enfin la réforme attendue, profonde, nécessaire et très importante de comment on fait la police en France, comment on agit au nom de la police en France, va arriver. Et pour rebondir sur cette hostilité, Monsieur Gendreau, dans votre expérience, quand vous avez été en immersion, vous l'avez ressenti dans vos actions ou est-ce que pour vous, c'était pour ceux qui s'occupaient des manifestations? Est-ce qu'au quotidien? Au quotidien, c'est une hostilité qui est réciproque, c'est-à-dire que vous avez les policiers qui travaillent, avec qui je travaille dans le 19e arrondissement, donc dans la J3, qui est une brigade composée de 32 policiers. Ces policiers-là, tous nommaient des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou des migrants, ils les appelaient les bâtards. C'était le mot générique qui était utilisé et que j'ai moi-même utilisé. Quand je me retrouvais dans une voiture de police à faire des patrouilles, etc., dans certains quartiers, dans certaines rues, on pouvait croiser des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou des migrants qui étaient en bas d'immeubles ou qui étaient à côté d'une antenne des Restos du Cœur, par exemple, dans le 19e arrondissement. Les policiers disaient « Tiens, voilà des beaux bâtards ». Et puis, face à nous, puisque c'est vraiment une hostilité qui est réciproque, il y avait cette défiance-là dans leur regard. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas d'insultes, mais il y avait vraiment ça. C'était vraiment… J'ai souvent eu le sentiment, moi, qu'il y avait deux clans qui étaient irréconciliables, qui s'opposaient en permanence. Et il n'y avait pas de dialogue, surtout, entre ces deux clans-là. C'est-à-dire que le dialogue, il est rompu. Il y avait, à mon avis,
ces dialogues-là qui existaient avec la police de proximité, qui n'existent plus depuis 2003 et l'intervention de M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui a supprimé la police de proximité. Aujourd'hui, ce lien-là, il est rompu. Donc oui, voilà, pour répondre à votre question, c'est une hostilité qui est réciproque, une hostilité qui existe tous les jours. Et ça va évidemment encore plus loin lorsque vous avez des gardes à vue, par exemple, ou des contrôles qui vont mal se passer. Voilà, vous pouvez avoir des migrants qui vont se faire tabasser dans un fourgon de police. Moi, j'ai assisté à ça 3 ou 4 fois. En garde à vue, vous avez des gens, toujours des hommes noirs, arabes ou migrants qui se font frapper pour un oui ou pour un non. Voilà, ça fait partie de l'hostilité réciproque. Et après, évidemment, il y a on peut réussir à expliquer pourquoi il y a cette hostilité réciproque. Là, il faudra un peu plus de temps. Merci. J'aimerais maintenant évoquer une autre thématique importante et qui fait partie des maux de la police, le racisme. Dans son rapport de 1992, la Fédération internationale des droits de l'homme faisait déjà état d'un certain racisme au sein de la police. À ce moment-là, il s'agissait de dénoncer l'affaire Ibrahim Assouma et Boubakari Koumaré. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'affaire Michel Zegler qui témoigne de l'existence de ce problème et peut-être même d'un malaise inhérent à celui-ci. Le nombre important de cas de violence à l'encontre d'individus issus de minorités visibles trouve un écho particulier dans le débat public. Des comités tels que le comité Vérité et Justice pour Adama ont vu le jour depuis ces événements et depuis cette médiatisation. Également, en juin 2020, Mediapart et Arte Radio avaient divulgué des enregistrements audio de WhatsApp d'un groupe de policiers de Rouen qui échangeaient des propos racistes, antisémites et sexistes. Donc, pourtant, malgré toutes ces affaires, les pouvoirs publics, et plus particulièrement les gouvernements qui se sont succédés, ont toujours eu du mal à reconnaître ces pratiques. Donc, j'aurais 2 axes de questions à vous poser. D'une part, selon vous, quelle ampleur donner à ce phénomène au sein de la police ? S'agit-il réellement d'un sujet profondément ancré dans le cadre de l'action des forces de l'ordre ? Donc, je fais appel à une expérience de terrain ou même à une vision d'ensemble. Est-ce que aussi le soutien apporté par le gouvernement en place entretient une forme d'impunité, impunité qui serait un potentiel facteur aggravant de ce problème de racisme ? Monsieur Langlois, peut-être, sur cette question ? Effectivement, malheureusement, le racisme est un mal de la société. Donc, dans la police, il y a des racistes. Le vrai problème dans la police, c'est que ceux qui commettent ces actes ne sont pas sanctionnés. Vous avez pris l'exemple du tribunal de Rouen. La personne qui a annoncé, le policier était victime de ces propos racistes, etc. Et il a donc enregistré des conversations WhatsApp. Finalement, on a dû attendre plus de 6 mois avant qu'il y ait une réaction de l'inspection générale de la police nationale. D'ailleurs, avec l'ironie du sort, c'est que ce collègue, lui, était toujours en train de lutter. Et quand Mme Belloubet, à ce moment-là, garde des Sceaux, est venue au tribunal de Rouen, ceux qui avaient tenu les propos racistes assuraient la garde du tribunal lors de la venue de la garde des Sceaux. Et c'est finalement la médiatisation d'une affaire qui n'a absolument rien à voir, qui a été importée des États-Unis avec George Floyd, qui a fait réavancer son dossier. Donc, je tiens à préciser que la police américaine et la police française, nous sommes sur des problématiques différentes. La deuxième chose également, c'est que les politiques engendrent un comportement sur le contrôle aux faciès également, en disant, écoutez, sur M. Sarkozy avait dit qu'il faut faire du chiffre. Donc, il faut faire du chiffre de reconduite frontière. Donc, du coup, statistiquement, qu'on veut être productif plutôt que de faire un travail qualitatif, on va se concentrer sur les gens qui ne sont pas blancs, disons-le clairement, parce qu'il faut faire du rendement statistique. Et enfin, on a M. Macron, qui est un sacré hypocrite, qui a mis dans la loi d'état d'urgence permanent qu'il a voté en 2017, en 1er novembre, il a indiqué qu'on devait contrôler les gens sur leur type extérieur étranger. C'est-à-dire qu'il a légalisé le contrôle aux faciès dans la loi, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, du coup, effectivement, après, il n'y a pas vraiment de contrôle. Aucun gouvernement n'agit. Ils ont tous des intérêts différents à laisser cette situation en roue libre complète. Et c'est dramatique, parce que du coup, comme disait Bedos, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et quand on est dans la police, on doit être exemplaire et pas avoir de casier judiciaire. Donc à partir de là, ça complique énormément le travail des policiers qui veulent faire bien leur travail. Une fois de plus, on est sur un problème politique, parce que si des policiers qui commettaient des délits comme ça étaient sanctionnés, il n'y aurait pas d'opprobre sur toute la profession. Il y aurait cette transparence et cette confiance réciproque, et aujourd'hui qui n'existe pas. Et je veux faire comprendre que ce drame touche les policiers, parce que 2010, on a un collègue qui était en CRS, antillais, qui s'est suicidé à cause des propos racistes de sa hiérarchie. Il se faisait traiter de banania régulièrement. Il y a eu un déni de justice quand il avait porté plainte. Et au final, le commandant de CRS qui dirigeait sa compagnie, on lui a dit « c'est pas bien, il ne faut pas recommencer ».
Donc le racisme touche également les policiers, il n'y a pas de réponse politique et c'est un drame qui touche toute la société. Merci. Monsieur Mirguet, sur cette question. Oui, sur ce point, on est un peu sur la même analyse qu'avait fait le défenseur des droits il y a quelques mois où il dénonçait ce qu'il appelait un racisme systémique. C'est-à-dire non pas en pointant tel ou tel individu au sein des forces de police, mais le fait que la police en fait reproduit les mêmes schémas que la société, que ce soit pour trouver un emploi, que ce soit pour trouver un appartement. Quand une personne est jugée suspecte, on va plus se tourner vers les minorités visibles. Un exemple, nous, dans notre travail, on ne travaille pas de manière spécifique sur les questions de racisme. Et lorsqu'on a fait notre étude en 2016 sur 26 décès provoqués par des actions de la police, 22 des victimes étaient des personnes de minorités visibles. Donc clairement, c'est un chiffre qui ne peut pas être que le fruit du hasard, qui ne peut pas être qu'un incident qu'on expliquerait par le fait que peut-être un ou deux policiers racistes sur une compagnie sont présents. Donc nous, ce qu'on appelle, c'est ça, c'est justement qu'il y ait une vraie réflexion en France sur la façon, comme je le disais tout à l'heure, dont on organise la police, dont on fonctionne. Ça nous semble plus porteur pour répondre à une question qui est vraiment globale de faire. Et on le voit aussi dans la façon dont les autorités et aussi la police réagit par rapport aux agissements des différents collectifs dont vous parliez. Il y a effectivement le comité Adama, mais ça fait hélas au moins 20 ans que différents collectifs se créent à la suite d'incidents, la plupart pour des hommes d'origine africaine, nord-africaine. Et on sait que bien souvent, ils sont soit niés, soit poursuivis. Il y a beaucoup de poursuites pour diffamation face à des déclarations faites par ce type de collectif, alors que bien souvent, des associations comme les nôtres, la CAT ou Amnesty vont dire les mêmes choses, et nous, on n'est pas poursuivis. Par contre, un collectif issu d'un quartier difficile qui va dénoncer les agissements de la police, il sera poursuivi. Je rappellerai à titre d'exemple, en 2012 ou 2013, le ministre de l'Intérieur avait porté plainte contre une militante, Amel Bentoussi, en l'accusant de diffamation parce qu'elle accusait les policiers de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, alors qu'au même moment, Amnesty International avait publié un rapport disant que les policiers étaient au-dessus des lois. Et donc, au tribunal, ils ont comparé les déclarations, c'était les mêmes. Seulement un avait été reçu par le ministre pour pouvoir discuter de la situation dans le pays, alors qu'une autre était poursuivie par diffamation. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de systémique qu'il faut enfin aborder, qu'on n'a jamais abordé. Et alors, encore un dernier exemple historique, après je passerai la parole. Mais il faut se souvenir que la marche des beurs en 83, ça commence par un jeune maghrébin qui est tué par la police. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ça va faire 30 ans et donc il est vraiment temps qu'on s'en occupe. Monsieur Gendreau, sur cette question du racisme dans la police, est-ce que vous l'avez observé pendant votre immersion et est-ce que vous avez eu ce sentiment d'impunité? Bon, évidemment, le racisme dans la police, il existe. Évidemment, les violences policières, elles existent. Tout à l'heure, je parlais des 32 policiers avec qui je travaillais. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y en a 5, 6 qui posaient réellement problème, c'est-à-dire qui avaient un comportement ouvertement raciste et violent. Mais moi, je ne suis pas très client de l'expression racisme, c'est-à-dire que je pense que c'est plutôt des comportements individuels plus qu'un système. Pourquoi ? Parce que les premiers postes de policiers, quand vous êtes en début de carrière, vous démarrez très souvent à Paris ou en Île-de-France. Et bien souvent, les policiers qui viennent à Paris ou en Île-de-France pour leurs premières affectations, ils ne viennent pas de cette région-là. Ils viennent souvent de province et ils arrivent là parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Si vous habitez un petit village à côté je ne sais pas, en Alsace, à côté de Sélestat ou de Bernay ou je ne sais pas, évidemment, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre dans le 19e arrondissement ou à Saint-Denis. Voilà. Et lorsque vous aménagez dans votre appartement là-bas, évidemment, dans vos valises, vous amenez avec vous toute la méconnaissance qu'implique de vivre sur ce territoire-là. Ce n'est pas du tout la même vie. Déjà pour vous, en tant qu'individu, en tant que personne, c'est déjà complètement différent. Et en plus, vous travaillez ou vous côtoyez des gens que vous ne connaissiez pas d'avance. Moi, j'ai souvent cet exemple-là. Moi, je joue au foot dans une équipe en Bretagne, dans un petit bled à la campagne. Les gens qui sont dans mon équipe de foot, certains ont des propos qui sont très proches des policiers avec qui j'ai pu travailler. Il y a du racisme là-dedans, mais c'est quelque chose qui relève de la méconnaissance. Ce ne sont pas des fachos, ce ne sont pas des suprémacistes.
c'est du racisme de méconnaissance. Et c'est quelque chose que je retrouve moi, ou que j'ai retrouvé en tout cas beaucoup dans le 19e arrondissement avec les policiers qui travaillaient avec moi. Donc, racisme systémique. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs, jamais personne n'a pu prouver que le préfet de police de Paris ou le ministre de l'Intérieur ordonnait aux policiers sur le terrain d'aller contrôler tel type de personnes. C'est plutôt des comportements individuels sur le terrain qui font que, oui, et aussi parce que, comme Alexandre Langlois l'a rappelé, parce qu'il y a la pression du chiffre, il faut ramener du chiffre. Donc, du coup, on va contrôler un peu toujours les mêmes individus. Et on a aussi, évidemment, cette idée qui est très présente chez les policiers, en tout cas ceux que j'ai connus moi, c'est que immigration égale délinquance. On a cette vieille idée-là. Donc, nécessairement, lorsque vous allez faire du chiffre, eh ben, vous allez là où vous avez des migrants qui errent. Vous avez, dans le 19e arrondissement, vous avez la place Stalingrad avec des toxicomanes. Ben, vous allez là-bas, vous allez sur les points de deal, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de racisme systémique? Encore une fois, non, mais je pense qu'on peut en discuter. Merci. Capucine. Du coup, de manière générale, plusieurs voix convergent pour dénoncer les maux qui minent la police. On peut parler d'une hiérarchie absente, le déni des violences, mais aussi la formation insuffisante. Sur ce dernier point, le sociologue Fabien Jobard, dans une interview sur Europe 1, avait souligné la diminution de la hiérarchie sur le terrain, le recrutement d'individus plus jeunes et un temps de formation plus faible qu'auparavant. Il ajoutait même que les policiers qui interviennent dans les quartiers les plus difficiles sont aussi les plus jeunes. Enfin, Alain Bauer, qui est criminologue et consultant de sécurité, défend l'idée d'un allongement de la formation, mais souhaite aussi que celle-ci soit permanente au cours de la carrière des policiers. Cependant, depuis la présidence de François Hollande et les attentats de 2015, on a pu s'apercevoir que cette durée de formation a été progressivement réduite. Je pense notamment que, M. Gendreau, vous pourrez répondre peut-être à cette question de par votre expérience. Est-ce que vous partagez ce constat sur ce manque de formation sur le terrain? Et comment est-ce que les gardiens de la paix perçoivent cet enjeu? Est-ce qu'ils ont conscience ou non? Et comment est-ce qu'ils l'interprètent? Évidemment que la formation, c'est un problème qui est une question plutôt qui est capitale dans la police actuelle. Moi-même, je suis devenu policier en 3 mois. J'ai fait seulement 3 mois d'école. J'en suis sorti avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique, alors que j'étais nul avec une arme à la main. Et évidemment, il y a énormément de trous dans la raquette au niveau de la formation. Par exemple, les violences conjugales, qui est quand même, ça représente la majorité des interventions de police avec les différents entre voisins ou les violences intrafamiliales, etc. Notre formation en tant que policier contractuel, elle a duré 3 heures. Et dans ces 3 heures-là, on a regardé un film, Mon Roi de Maïwenn avec Vincent Cassel, qui dure à lui seul 2 heures. Donc évidemment, c'est extrêmement court. Évidemment, c'est pas tenable. Évidemment, sur le terrain, les policiers sont ensuite extrêmement mal préparés. Il y a simplement une phrase qu'un formateur en école nous avait donnée, c'est pour assurer la mémé, il faut envoyer du bleu. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Pour rassurer les gens, on va envoyer des policiers sur le terrain. Sauf que pendant qu'on va les envoyer sur le terrain, en augmentant d'ailleurs largement le recrutement des policiers, on ne va pas s'occuper on va pas se préoccuper plutôt de la formation qu'on va leur donner. Donc, des policiers qu'on va envoyer après seulement 3 mois de formation, des gardiens de la paix qui, avant, avaient une formation d'1 an, aujourd'hui, on réduit à 8 mois, alors que dans les pays voisins, on est plutôt sur une tendance à rallonger la formation des policiers. En France, on la réduit. Voilà, on envoie du bleu sur la voie publique. Donc, évidemment, sur le terrain, il ne faut pas s'étonner si les policiers sont mal formés. Et après, on peut aussi parler de la formation continue, qui n'est pas suffisante. On peut aussi parler du taux d'encadrement. À Paris, en Île-de-France, il est largement insuffisant. Donc, vous avez le 19e arrondissement, c'est un bon exemple. Dans ce commissariat-là, vous avez énormément de jeunes policiers qui n'ont pas un taux d'encadrement suffisant. Donc, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, voire parfois même un peu, entre guillemets, contaminés par des policiers qui ont des comportements racistes et violents. Voilà. Donc, évidemment, sur le terrain, ça pose problème. Mais alors, moi, évidemment, je ne peux parler que du 19e arrondissement. Je ne peux pas parler des autres commissariats en France, parce que je ne les connais pas. Merci. Peut-être que M. Langlois, vous voulez réagir aussi à propos de la formation des policiers? Effectivement, la formation est catastrophique. Monsieur Macron avait une bonne idée. Il avait dit je vais renforcer de 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat les forces de l'ordre. Résultat des courses, il faut faire du quantitatif et pas du qualitatif.
La première année du quinquennat, malgré avoir pris des élèves gardiens de la paix à 8 de moyenne, 300 postes non pourvus. L'année suivante, nous, on s'était dit, M. Macron, néolibéral, va donc augmenter les salaires pour attirer les bonnes personnes. Parce que pour moins de 2000 places, il y a plus de 20 000 postulants. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un problème de vocation, c'est un problème de niveau de recrutement. Maintenant, en fait, il a baissé le niveau du concours. En baissant le niveau du concours la seconde année de son quinquennat, il est quand même pris à 8 de moyenne, 200 postes non pourvus. Et là, cette année, on a l'article du Canard enchaîné qui a rappelé que maintenant, on est descendu à 5 de moyenne. Donc, du coup, il y a déjà le premier problème, c'est le recrutement qui sait qu'arrive dans la police. Donc, du coup, si on ne fait pas le premier filtre, ça ne marche pas. À tel point que le directeur de la formation, nous avions été interrogés ensemble dans le journal Le Monde en 2018 de mémoire, il s'était inquiété en disant, vous me voyez des gens qui n'ont pas le niveau pour devenir policier. Donc, en fait, je ne pourrais rien en faire par la suite. Soit vous faites des niveaux intermédiaires pour qu'on puisse les mettre à niveau, mais avec ce que vous me proposez, ça ne marche pas. La deuxième chose également, c'est que quelle ambiance il y a dans les écoles de police. Je vais prendre l'école de Nîmes qui a défrayé la chronique récemment. Voilà, on a des gens dans l'école de police, c'est des élèves gardiens qui ne vont pas respecter le couvre-feu, qui vont faire n'importe quoi. Et nos collègues qui sont en poste de garde nous ont raconté en disant ce n'est pas un épiphénomène, c'est habituel malheureusement. Et des fois, on tourne avec des gazeuses pour se faire rétablir l'ordre que les élèves gardiens mettent à mal dans l'école. Et quand, une fois, un collègue a utilisé sa gazeuse, parce qu'il était pris à partie par des élèves gardiens, c'est lui qui a dû écrire. C'est lui qui se retrouve en conseil de discipline, parce que les consignes du gouvernement, c'est qu'il faut que tout le monde sorte, parce qu'il y a besoin de mettre du bleu sur le terrain. Et avec en plus quelque chose d'assez dramatique, c'est que le directeur de l'école de Nîmes a déclaré à la presse que la police est un mal nécessaire. Mais avec une telle mentalité, où va-t-on? La police n'est pas un mal nécessaire. La police est nécessaire pour la société, en tout cas telle que la majorité des gens la conçoivent. Après, il peut y avoir d'autres philosophies, mais en tous les cas, ce n'est pas un mal. Si on commence à dire à des élèves gardiens, vous êtes un mal, et c'est nécessaire, ça ouvre la porte à toutes les dérives. La chose également, pour avoir vu ça l'année dernière, la formation, on parle de la durée de formation. C'est surtout le contenu qui est important. Parce que la durée, on peut nous mettre 8 mois, 12 mois. Si on met du vent, ça ne sert à rien. M. Macron, à un moment, avait dit on va mettre 24 mois. Oui, mais avec quasiment 18 mois de stage. Comme ça, en fait, on va payer moins cher les gardiens de la paix. On va avoir 1 an de plus à les payer au niveau stagiaire de l'école. Donc, on fait des économies en faisant croire qu'on rallonge la formation. Donc, on est sur de la communication et des joueurs de bon taux. Mais le problème, c'est qu'après, comme a dit M. Gendron, on a des armes. C'est quand même dangereux d'envoyer des gens n'importe comment sur la voie publique qui ne sont pas formés correctement, à avoir aussi faire preuve de discernement, à faire preuve de sang-froid. Tout ça, ça s'apprend. Et paradoxalement aussi, donc dans une école de police, c'était à Wassel, un formateur faisait le travail. Il disait, je vais vous apprendre ce qu'on me demande de vous apprendre de la direction de la formation longue. Il y a des gens dans des bureaux qui ont fait des beaux manuels, et je vais vous apprendre comment ça va se passer dans la vraie vie. Parce que ça, on ne va pas vous préparer à l'école. En cours d'année, il a été relevé de ses fonctions de formateur dans sa section, et en lui, tu vas aller à l'unité pédagogique, parce que tu dis des choses qu'il ne faut pas dire aux élèves. Il ne faut surtout pas leur dire ça. Donc ça, c'est sur la formation initiale. Après, il y a aussi ce manque de coordination au niveau de la police nationale. Les élèves gardiens de la paix, l'année dernière, donc fin 2019, sont sortis en avance pour venir renforcer les collègues sur le terrain. Ils sont sortis 1 mois en avance. La préfecture de police les a accueillis, mais ils n'étaient pas prêts. Donc pendant 1 mois, ils n'ont rien fait. Ils ont joué aux cartes, ils ont visité les monuments historiques, ils ont fait du tourisme. Mais ils ont dit, à ce moment-là, il fallait mieux nous laisser en école, en fait. On aurait pu finaliser notre formation plutôt qu'on nous envoie faire du tourisme à Paris. Donc il y a ce problème-là. L'autre problème qui a été soulevé également, c'est effectivement les jeunes policiers arrivent dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est un petit peu comme l'éducation nationale. On envoie les plus jeunes fonctionnaires dans les zones les plus difficiles où ça demande de la maturité et de l'expérience. La police nationale a conscience, par exemple pour le RAID, ils recrutent que des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont pères, mères de famille, parce que ça stabilise les gens. Il y a une expérience de la vie qu'on n'a pas forcément à 20 ans, où on est peut-être fois un petit peu plus foufou. Mais c'est exactement l'inverse qu'ils font sur le terrain. Ils envoient les plus jeunes et finalement, ça peut partir que sur ce qu'on peut constater régulièrement. Et après, sur la formation continue. La formation continue, on est géré par des statistiques, une fois de plus. J'ai des collègues qui sont dans une unité spécialisée de transfert de détenus dangereux. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est des formations armes longues, armes différentes, conduite rapide, enfin, ce qui est leur quotidien. Leur chef de service leur a dit, je vais plutôt vous faire des formations Word et Excel par Internet, parce que du coup, au niveau temps fonctionnaire, vous serez là. Par contre, vous aurez vos 3 formations obligatoires annuelles. Ils ont dit, ça ne nous sert à rien au quotidien. Oui, mais il dit, non, mes stats, je suis bon. Même chose, la Cour des comptes a relevé que 51% des policiers n'ont pas leurs 3 tirs réglementaires annuels pour leur arme à feu. Déjà, 3 tirs, ce n'est pas assez. Mais là, 51%. Et pourquoi? Parce que les stands de tir ne sont pas entretenus, donc sont fermés. Enfin, il y a toujours des problèmes administratifs de gestion. Donc, en fait, on est en train de tout casser. Et après, dernière chose, c'est qu'il y a un nouveau cycle de travail qui a été prévu pour les policiers, le 2-2-3.
C'est-à-dire que 2 jours de travailler, 2 jours de repos, etc., ça permettait d'avoir un mercredi sur 2, un week-end sur 2. Donc, pour l'équilibre personnel, c'était bien. Mais il y avait aussi une deuxième chose qui était très intéressante, c'est qu'il y avait 2 brigades qui chevauchaient toutes les semaines, ce qui permettait d'en dégager une pour la formation. La réponse a dit, on a voté le cycle parce qu'on dit qu'on l'a fait, on ne va pas l'appliquer parce que ça coûte trop cher. Donc, en fait, on a des gens qui sont conscients des problèmes, qui, pour des raisons économiques, ne font pas le nécessaire. Merci. Et du coup, Monsieur Mirguet, est-ce que vous voulez réagir à propos de ce thème? Oui, même si bon, je n'ai pas suivi de formation policier, contrairement aux autres intervenants, mais c'est évident que si on souhaite avoir une police qui est en mesure de réagir dans des situations difficiles, qui demandent d'être bien formée, d'avoir les capacités de réaction, ça demande des formations longues, complètes, avec un suivi et avec un encadrement, comme le disait Valentin Gendreau, notamment en Île-de-France. Les taux d'encadrement sont dérisoires. Ils sont à 10-15% contre plus de 30% sur le territoire. Je crois j'avais vu, il y a une étude de la Cour régionale d'Île-de-France sur cette question. Dans les centres de rétention, il est à 6%. Je ne pense pas que ce soit un hasard que dans les lieux où il y a le plus de problèmes, le plus de tensions et d'exactions, c'est dans les lieux où il y a le plus faible encadrement. Il faut vraiment que cette question soit abordée de manière très sérieuse et que l'encadrement aussi peut-être montre un petit peu plus l'exemple, puisque beaucoup d'incidents récents montrent que des commandants haut placés ont des attitudes pas beaucoup plus recommandables que celles d'un jeune policier qui sort de l'école. Donc ça, c'est encore un autre problème. Une autre question qui est importante sur ce sujet, c'est par rapport au mur du silence. Donc, quelles que soient les responsabilités côté policier, il y a très vite un mur du silence. Cette citation, elle a été sortie de la déclaration de l'OVPI 63, l'Observatoire des violences policières illégitimes. Cet organisme est constitué au niveau local par la CAT. Et il avait notamment fait remonter ce constat suite à la conférence en février 2017. Sur un certain nombre d'affaires de violences policières, toute la lumière n'a pas pu être faite sur les événements qui sont advenus. Ainsi, près de 7 ans après les faits, la famille de Wissam El Yamni ne connaît pas encore tous les détails de l'histoire. Pour rappel, l'individu avait basculé dans le coma suite à son interpellation musclée et était finalement décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. Donc une remarque émerge de manière récurrente lorsqu'il s'agit d'évoquer des cas similaires de violences policières. Le silence dans les rangs des forces de l'ordre et la conduite jugée influencée des enquêtes. Donc ma question est la suivante. D'après votre expérience ou d'après vos études sur le sujet, les policiers subissent-ils une sorte de pression sociale de la part du groupe, voire aussi de la hiérarchie? Ou est-il possible de considérer que ce mur du silence est le reflet d'une loyauté envers l'institution? Parce qu'en fait, quelle place et quel rôle aussi occupent les syndicats dans ce cadre-là? Peut-être vous, Monsieur Mirguet? Alors, sur cette question, moi, je ne saurais pas forcément dire d'où ça vient, mais c'est une réalité qu'il y a une culture policière qu'on appelle souvent l'insularité. Donc, c'est comme une île qui rejette un peu tout ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas policier, vous ne pouvez pas comprendre ce que font les policiers, donc vous ne pouvez pas juger de ce que font les policiers, et ce que vous dites ou pensez n'est pas du tout considéré. Donc ça, c'est une des grandes difficultés. Comment on y met fin, je ne sais pas, mais vous citiez l'exemple de Wissam, qui effectivement est assez symbolique de ce type d'affaires. Je voudrais juste citer qu'aujourd'hui, en fait, il y a une affaire similaire qui passait en procès, c'est l'affaire de Camara Gay, qui avait été tué par un policier dans des circonstances troubles, on dira, par une arme à feu. Et voilà, ça fait 3 ans que les faits se sont produits, et ça fait 2 juridictions qui confirment un non-lieu. Et comme dans l'affaire Wissam, et comme dans la plupart des affaires qu'on connaît, il n'y a jamais de procès. Il y a de nombreuses procédures, des décisions de tribunaux, enfin de chambres d'instruction, de cours d'appel, de cours de cassation. Et à chaque fois, ça se termine par un non-lieu et sans procès. Et souvent parce que, selon les déclarations, on n'arrive pas à aboutir aux éléments qui permettraient de poursuivre. Et souvent, on n'arrive pas à aboutir parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté d'aboutir. Parce que l'encadrement estime ne pas avoir les informations. Les policiers soit ne se souviennent pas, soit ont des versions contradictoires. Et c'est des choses qui sont acceptées. Elles sont acceptées par l'IGPN. Elle accepte qu'un commandant lui dise « non, je ne sais pas quel était l'agent qui était présent ce jour-là ». Elle accepte qu'un policier dise « je ne me souviens pas de ces faits ».
Je n'ai pas fait de rapport ce jour-là, donc hélas, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement ce qui s'est passé. Et des juges d'instruction, qui sont des juges indépendants, acceptent aussi ce type de déclaration et de terminer tout ça par un non-lieu. Donc il y a un énorme problème qui est peut-être le problème principal sur comment la police peut arriver à accepter le contrôle interne et externe et comment elle peut accepter à se réformer. Je pense que pour l'instant, si elle n'arrive pas à se réformer depuis 30 ans et tout ce qui a pu se passer, c'est parce qu'il y a cette incapacité d'accepter que qui que ce soit en dehors de la police puisse avoir un avis valable sur la façon dont on peut exercer la police aujourd'hui. D'accord, merci. Et monsieur Alexandre Langlois, par rapport à la... Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez déjà vu que soit les syndicats, soit la hiérarchie, voire même le groupe, imposaient une sorte d'omerta par rapport aux actes de violence? Il y a plusieurs choses différentes en fait et plusieurs phénomènes différents. Le premier phénomène, c'est les conditions de travail des policiers. Les policiers à l'heure actuelle ont un cycle de travail, le majoritaire, c'est le 4-2, c'est un week-end sur 6, avec des horaires à rallonge. Donc en fait, pas possibilité d'avoir une vie sociale structurée, parce qu'on n'a jamais les mêmes jours les soirs où on peut sortir. Maintenant, on ne peut plus sortir, donc tout le monde est à égalité avec les couvre-feux. Mais dans une vie normale, on ne peut pas s'inscrire à un club de foot, à un atelier de théâtre, ou tout ce qu'on veut, parce qu'on n'a jamais les mêmes jours où on est disponible. Après, avec les horaires supplémentaires, les heures supplémentaires, plus de 20 millions dans la police, je crois qu'on est quasiment à 25 millions, la vie sociale et la vie familiale prend un sacré coup. Du coup, en fait, les policiers se retrouvent en vase clos. Ils se disent, on n'est plus qu'entre nous, parce que dans notre vie personnelle, on a tout sacrifié pour le travail, et on se retrouve à se dire qu'on n'a plus que ces collègues-là. Si on les perd, on va être le vilain petit canard, et notre vie va se terminer en enfer. Et en enfer, je veux dire, malheureusement, les policiers le vivent quand même, parce qu'on est la profession avec le plus gros taux de suicide. Le suicide étant un mal français. Mais les policiers se suicident autour de la quarantaine et non quand ils ont moins de 25 ou plus de 65 ans, ce qui pose aussi une question d'un mal-être profond. Donc, ils se sont dit, pour éviter d'encore aggraver notre mal-être, on arrête cette loi du silence, mais par rapport à une organisation du travail dramatique dans la police. La deuxième chose, et là, je pense qu'on va attaquer la racine du mal, c'est dans tout ça, c'est l'IGPN. C'est qu'en France, la police enquête sur elle-même. C'est une exception européenne. Tous les autres pays en Europe, les démocraties en tous les cas, ont des organismes de contrôle indépendants. Les policiers sur le terrain sont pour un organisme de contrôle indépendant. Les citoyens sont pour un organisme de contrôle indépendant. La France a signé en 2001 le Code éthique de police européen disant qu'il faut un organisme de contrôle indépendant. Pourquoi nous n'avons toujours pas ça? Très simplement parce que du coup, l'IGPN, c'est la blanchisseuse, tout simplement. Dans toutes les affaires, dès qu'il y a un problème, ce n'est pas la vérité qui va être cherchée. S'il y a besoin d'un coupable, ce sera coupable. S'il y a besoin d'innocenter un policier pour des raisons électorales, il sera innocenté. Et c'est ça qui est dramatique. Les enquêtes IGPN sont toujours faites pour faire plaisir aux politiques. Quand il y a quelqu'un qui gêne, il va s'en prendre plein les dents. Donc cette omerta aussi dans la police joue sur ça. Quand un chef de service a un problème avec quelqu'un qui veut dénoncer des dysfonctionnements, petit coup de téléphone à son copain de l'autre côté, tu vas me le sanctionner. Par exemple, moi je suis passé en conseil de discipline hier, parce qu'après une enquête IGPN. Pourquoi? Parce que j'avais tapé quelqu'un, j'avais tenu des propos racistes? Non, parce que syndicalement, j'avais dit qu'il y avait des problèmes sur la gestion de la police aboutissant à des suicides, que la hiérarchie incitait à faire des fonds d'écriture publique pour avoir des bons résultats dans la délinquance. Enfin voilà, des choses qui ont été jugées, des faits, des agressions sexuelles d'un médecin dans l'Est de la France qui a depuis été condamné par la justice. Et c'est moi qui passe en conseil de discipline. Parce que selon la logique de la direction de l'administration, c'est à cause de moi que la police a été jetée en pâture aux médias et qu'elle a perdu au niveau de son intégrité, de son honnêteté, de sa probité. Et moi, j'inverse le problème. Je dis non, c'est en couvrant des agissements pareils, en ne donnant pas les réponses, que c'est vous qui jetez l'opprobre sur la police nationale. Donc, il y a ce côté, déjà, on inverse les deux tendances. La chose suivante aussi sur cette IGPN, c'est que les enquêtes pénales sont aussi confiées à l'IGPN. C'est-à-dire que le juge, le procureur, va se baser sur l'enquête IGPN pour faire ses conclusions. C'est-à-dire qu'en fait, l'enquête est déjà faussée de base. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, la directrice de l'IGPN, c'est Mme Brigitte Julien, dont tout le monde se souviendra de la prestation à envoyé spécial, qu'on lui a posé des questions sur les enquêtes qui n'aboutissent pas. Dire un petit sourire moqueur en disant oui, 2 sur 378. Donc voilà où on en est. Et cette personne donc, a été soumise au contrôle, a été nommée parce qu'elle était dans les petits papiers du directeur. Pour résumer comment ça se passe dans la police, quand un policier veut dénoncer un dysfonctionnement en interne, ça se passe de la façon suivante. C'est comme si vous alliez au commissariat pour porter plainte pour le vol de votre vélo. La police souhaite faire l'enquête pour savoir s'il y a vol ou pas et comment ça s'est passé, va aller voir le voleur. Il va lui dire, cette personne a porté plainte contre vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez volé le vélo ou pas, vous? Oh, pas du tout, j'ai jamais fait ça. Très bien. Donc, vous pensez qu'il a porté atteinte à votre honneur en faisant une dénonciation contre vous? Ah oui. Et si vous n'avez pas dénoncé, vous n'auriez pas été pris. Exactement.
et on va vous chercher vous parce que vous avez quand même porté atteinte à l'honneur de cette personne. Donc voilà comment fonctionne l'IGPN aujourd'hui. Donc c'est dramatique. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on m'a proposé de présider une association qui s'appelle IGPN Citoyens pour un contrôle indépendant avec des citoyens tirés au sort, des policiers, parce que c'est nécessaire d'avoir une partie de policiers pour expliquer comment ça se passe, ce contrôle de magistrats. Ben, figurez-vous que le site s'appelle igpncitoyen.fr, il a été lancé hier, et hier soir, il était blacklisté. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a un sacré problème de liberté et de communication en France. Donc, voilà, donc il y a quelque chose où on peut faire tomber le premier domino. C'est-à-dire qu'en fait, avec un IGPN indépendant, ça permet plusieurs choses. Un lien de confiance avec la population. Parce que du coup, les enquêtes ne seront plus enterrées. Il y aura des gens qui vont pouvoir aller jusqu'au bout. Deux, les policiers pourront parler, parce que ce ne sera plus le commissaire qui appelle son copain commissaire pour mettre le compte à la personne qui lui déplaît. D'ailleurs, j'insiste sur ça, Mediapart avait fait une enquête sur les sanctions administratives dans la police en 2013, parce que souvent on nous dit que la fonction police nationale, c'est les fonctionnaires les plus sanctionnés en France. C'est vrai, mais pourquoi ils sont sanctionnés? 5% pour des cas de violence policière, reste 95% d'autres choses. Donc tous les gens qui portent atteinte à l'ego de leur chef de service, si on résume, ou aux politiques qui donnent des ordres complètement aberrants. Donc voilà, donc ça règle le problème aussi de liberté de la parole de la police. Et dernièrement, ça permet un audit de qualité pour améliorer le service public. Qu'est-ce qu'on fait demain avec les citoyens qui sont les usagers, donc les premiers concernés, comment ça doit se faire? Et aujourd'hui, en France, les audits, parce que l'IGPN a un rôle d'audit, ça se passe de la façon suivante. C'est un commissaire vient faire un audit dans un service, c'est son copain qui est là, il dit bah, écoute, je te mets une bonne note, et puis quand toi tu seras l'IGPN et moi je dirige un service, tu me renvoies à l'ascenseur. Donc en France, tout va bien. On met la poussière sous le tapis. Je me permets du coup de rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l'IGPN. Donc, j'avais justement entendu parler de l'IGPN citoyen que vous aviez déjà présenté auparavant dans une de vos interventions. Et vous aviez aussi fait le parallèle avec du coup l'IGPN de la gendarmerie nationale qui n'avait pas autant de problèmes et qui entretenait quand même un plus fort un lien de confiance avec la société civile que l'IGPN de la police nationale. Comment est-ce que vous pourriez expliquer que ces deux organismes qui en soi régulent tous les deux du coup des grandes instances françaises, aient une réputation différente et des agissements aussi qui sont assez distincts? Alors, du coup, ils sont distincts, mais en fait, ils sont pas si différents. L'inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN, ils sont plus polis que l'IGPN. C'est-à-dire qu'au moins, ils répondent courtoisement aux gens qui les saisissent. Mais au final, pour les avoir saisis pour des problèmes avec des gendarmes et avoir eu d'autres collègues qui ont saisi aussi pour des problèmes avec des gendarmes ou des amis, la réponse est toujours la même. Les rapports des gendarmes disent que vous avez tort. Du coup, c'est compliqué. Donc, en fait, on est sur quelque chose où, avec l'IGGN, les gendarmes ont toujours raison. Là, il n'y a même plus de question de vérité ou de tort. Les gendarmes ont raison parce qu'ils analysent la situation se basant uniquement sur le rapport des gendarmes. Voilà, par exemple, dans l'affaire que j'avais demandé à l'IGGN personnellement, j'avais dit, voilà, on m'avait cité des témoignages, mais j'ai dit, au moment des faits, je connais toutes les personnes présentes et aucune n'a témoigné. Donc, donnez-moi les témoignages que vous pouvez me présenter. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, en fait, c'est un autre problème, c'est des militaires. Et la problématique, c'est que les gendarmes ont toujours raison, quel que soit le problème. Donc, c'est autre chose. C'est pas là, on ne sacrifie pas de gendarmes quand il y a besoin. C'est circuler, il n'y a rien à... J'aimerais donc aussi repartir sur vous, Monsieur Gendreau, par rapport à cette question du mur du silence. Est-ce que vous l'avez observé dans la pratique? Mais est-ce que aussi, il n'y a pas une sorte de déni de la part des policiers? Ou est-ce que c'est juste une fausse idée qu'on pourrait se faire de cette institution? Je pense que l'omerta, tout le monde a pu le voir sur la vidéo diffusée par l'Outsider concernant l'affaire Michel Zecler. Quand on voit Michel Zecler se faire frapper devant ses studios de musique, vous avez une quinzaine de policiers qui restent les bras croisés et qui assistent à la scène. Est-ce qu'eux ont levé le petit doigt pour faire remonter à leur hiérarchie que cet homme s'était fait frapper et que c'était probablement des violences policières? Non, bien sûr que non. Moi, évidemment, ce sont des choses que j'ai vues de nombreuses reprises. Tout à l'heure, je mentionnais des violences policières sur des personnes placées en garde à vue ou sur des migrants qui se faisaient tabasser dans le fourgon de police. Jamais les policiers qui étaient présents à ce moment-là n'ont remonté l'information à la hiérarchie. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Parce que dans la police, il n'y a pas de traître, quoi. Il y a vraiment dénoncer ces faits-là à la hiérarchie, ça serait vraiment vu comme étant une traîtrise. Je pense qu'on est la police, comme l'a rappelé tout à l'heure Alexandre Langlois, c'est un métier qui est extrêmement difficile au quotidien. C'est un métier qui est très violent, très anxiogène. Comme dans tous les métiers à risque, ou les métiers où vous voyez beaucoup de misère humaine, mais ça rejoint aussi ce que pourraient vivre des infirmiers, des pompiers, voilà, des gens, des pompiers,
funèbre de la mairie de Paris, des choses comme ça. Je pense que l'esprit de corps est très important dans ces métiers-là. Et on voit des choses difficiles, on les vit ensemble, et évidemment, on se serre les coudes lorsqu'il y a des choses à couvrir. Voilà. Les policiers qui avaient des comportements qui posaient problème, parce que ce n'étaient pas des comportements de policiers républicains français, il y en avait 5 ou 6 sur les 32 policiers de ma brigade. Et tous les autres, ils faisaient quoi? Ils assistaient à ça, mais ils ne disaient rien. Et c'était même impossible de pouvoir en parler entre nous après. Juste de pouvoir… j'ai essayé plusieurs fois d'aller un peu m'enquérir de leurs sentiments par rapport à ces questions-là. C'était impossible, ou en tout cas extrêmement compliqué de pouvoir leur en parler. Donc, on assiste à ces choses-là, mais on garde tout pour soi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est un métier qui est extrêmement dur, parce que c'est un métier qui est aussi extrêmement corporatiste, parce que c'est un métier ou une institution qui est toujours dans le déni de réalité concernant les violences policières. Les syndicats de police, alors je ne parle pas du syndicat Vigie, mais je parle en tout cas de Alliance ou de Unité SGPFO, ou syndicat des commissaires de police. Moi, par exemple, quand mon livre est sorti, sur les commentaires, c'était le mal-être policier, Gendreau a raison. Par contre, les violences policières, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où on est là-dedans, on est dans du déni de réalité, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai eu l'impression, au moment où je lisais ces commentaires-là, de faire face à un mur, quoi. Voilà. Donc, et je voulais aussi rajouter une petite précision sur l'IGPN, parce que tout à l'heure, Alexandre Langlois en parlait. Moi, j'ai été auditionné à l'IGPN suite à ce que j'appelle moi l'affaire Konaté. Donc, c'est un adolescent qui s'est fait tabasser dans une voiture de police et qui ensuite a déposé plainte, etc. Ça a amené à un faux témoignage de la part des policiers dont je faisais partie. J'ai été convoqué, donc, où j'ai notamment dû m'exprimer sur l'affaire Konaté. J'ai été entendu comme témoin. Entendu comme témoin dans le cadre d'une affaire judiciaire, c'est-à-dire sans avocat, et c'est-à-dire aussi sans avoir accès au dossier. Donc ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire il y a quand même un côté, on va laver notre linge sale en famille, quoi. Donc vraiment, si les policiers qui sont incriminés dans cette affaire-là sont sanctionnés, ça sera pas, j'en aurai pas connaissance, quoi. Voilà. Donc ça, évidemment, ça pose problème. L'opacité de l'IGPN pose évidemment problème. Et je souscris parfaitement à tout ce qu'a pu dire Alexandre Langlois tout à l'heure. Oui, vas-y. Ah, d'accord, merci. Du coup, je vais reprendre la thématique des bavures policières. Donc, il y a une phrase qui est très connue aux États-Unis et qui a été maintes fois reprise en France, I can breathe, je peux plus respirer, qui a été prononcée par George Floyd lors de son interpellation très violente dans laquelle il est décédé. Et en France, on a également connu une affaire à peu près similaire selon certains médias, l'affaire Cédric Chouviat, qui est mort à la suite d'un contrôle routier, étranglé et plaqué au sol. Non seulement ça a remis en cause les méthodes d'interpellation, mais aussi, selon certains sociologues comme Jacques de Maillard, il y a eu une américanisation du problème des violences policières en France, c'est-à-dire le fait de plaquer le contexte américain à la situation française. Pensez-vous que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, il y ait réellement une américanisation de la problématique policière en France? Monsieur Mirguet, par exemple. Alors, sur ces questions d'utilisation de techniques d'interpellation, je pense qu'on n'avait pas besoin de l'exemple américain pour en parler, puisque c'est l'affaire Chouviat. Il y a des mêmes affaires depuis 30 ans. La France a été condamnée pour l'utilisation de cette technique par la Cour européenne des droits de l'homme il y a presque 20 ans. Elle l'a été à plusieurs reprises et je pense qu'elle le sera à nouveau prochainement. Donc, c'est juste que médiatiquement, ou peut-être pas médiatiquement, mais en tout cas au niveau de la population, les méthodes de mobilisation américaines ont donné envie de les reproduire. Mais il y a suffisamment de cas franco-français, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse agir de la même façon. Par contre, ce qui est assez similaire, c'est qu'aux États-Unis aussi, la plupart de ces techniques ont été dénoncées, interdites il y a 20, 30 ans, 10 ans, et elles continuent à être utilisées. Donc, c'est toujours cette question, quand est-ce qu'enfin on va arriver à mettre en œuvre les réformes qui sont nécessaires? Il y a des techniques qui effectivement sont dangereuses. Ça a été dénombré par de nombreux décès qui n'auraient pas dû arriver. Donc,
il faut y aller, quoi. On ne peut plus continuer à nous dire on a besoin d'avoir une commission de réflexion sur telle ou telle question. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Merci. Et du coup, déjà, je tiens à rappeler aux personnes du live qu'elles peuvent poser leurs questions dans les commentaires si jamais elles en ont. Et du coup, je voulais reprendre par rapport du coup, au début de la réunion. On aborde souvent du coup, les bavures policières, la perte de confiance des citoyens dans la police nationale et cette escalade en fait, de la violence et de la défiance entre les deux groupes. Est-ce que cette escalade de la violence, elle est viable à long terme? Et sinon, qu'est-ce qui se passera en fait? Enfin, est-ce que du coup, ça va amener à une totale restructuration de la police ou est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer dans un système de plus en plus violent entre les policiers et par exemple les minorités visibles, les manifestants, etc. Monsieur Langlois, peut-être, sur cette question. Malheureusement, c'est que c'est même les fondements de la République française qui sont attaqués, en fait, avec l'utilisation qui est faite de la police par les politiques. Louis Blanc, Troisième République, 19e siècle, avait dit le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues parce que justement, les lois de la République permettent un consensus. Madame Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, pour faire passer les réformes pour lesquelles on a été élu, à débattre avec combien de pourcents, j'assume du faire usage de la violence. Alors déjà, elle n'assume rien du tout parce que ce n'est pas elle qui est sur le terrain à subir la violence. Et deuxièmement, du coup, en fait, non, si on doit faire passer des réformes par la violence, c'est qu'il y a un problème, il faut se remettre en question. On ne peut pas utiliser la police pour oppresser les gens. Et là, on a encore repassé un cap récemment avec le fichage des gens en fonction de leurs opinions politiques, syndicales, religieuses, personnelles. Enfin, et je veux dire, ils se sont mis derrière une légalité en disant il y a eu un référé, le juge a tranché. Oui, le juge ancien directeur de cabinet de Mme Belloubet. Donc, je veux dire, on est sur de l'apparence. Donc, ça pose un réel problème de l'utilisation de la police. Et aujourd'hui, effectivement, dès qu'il y a un problème, plutôt que de répondre aux problèmes de fond avec des discussions pour trouver des solutions, on envoie la police pour faire de la répression. Mais du coup, ce n'est pas ça une république. Ce n'est pas ça une république et une démocratie. Donc, la violence avec une escalade, ça ne marche pas. Justement, on est des gardiens de la paix. On nous a transformés en force de l'ordre. Et après, maintenant, la campagne de recrutement de la police nationale, c'est devenir gardien de notre paix. Ce n'est plus une paix universelle, c'est la paix d'une partie de la population. Donc, ça pose un problème très philosophique de l'utilisation de la police et sur les valeurs. D'ailleurs, en 2014, nouveau code de déontologie avec M. Valls. Avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Donc, jusque-là, on n'est pas tous d'accord sur toutes les libertés individuelles, mais on a une idée générale de ce que ça veut dire. Pour passer défenseur des lois. Mais les régimes les plus totalitaires ont des lois. Et quand on voit les lois de plus en plus liberticides qui arrivent, il est effectivement plus facile de légaliser que légitimer. Et même la même chose dans ce code de déontologie. Avant, nous étions défenseurs des institutions de la République. Très bien. On n'est pas tous d'accord sur la notion de République, mais on voit un petit peu quand même que c'est le peuple qui décide au final. Par défenseurs des institutions, on a gommé le mot République, et des intérêts nationaux. Que se passe-t-il Alors déjà, qui définit les intérêts nationaux? Et que se passe-t-il quand les intérêts nationaux sont contraires à l'intérêt général? Eh bien, on envoie la police pour établir l'ordre. Donc voilà. Et malheureusement, par exemple, la carte de vœux du préfet de police, M. Didier Lallemand, qui cite Trotsky, donc Trotsky, quand même, le théoricien de la terreur politique, surtout en cette année de commémoration des 100 ans du massacre, de la révolte des marins de Kronstadt, qui demandait plus de liberté d'expression, qui a dit on a fait la révolution, c'était pour plus de liberté. Trotsky a dit vous allez tous me les zigouiller. Et c'est cette personne qui est citée par M. Lallemand en disant je suis pour l'ordre. Mais l'ordre de qui? L'ordre de quoi? Non, ce n'est pas sérieux. Donc en fait, on a toutes les cartes, ils nous déroulent le projet sous nos yeux. Et donc du coup, la violence n'est pas un projet politique, ce n'est pas un projet de société. Normalement, la vie en commun nécessite un apaisement des tensions et un retour aux gardiens de la paix. Donc la pente qu'on est en train de prendre est catastrophique pour tout le monde, sauf peut-être pour ceux qui sont en train de nous organiser la pièce de théâtre. Monsieur Gendreau, sur cette question de l'escalade de la violence, est-ce que les policiers en ont conscience mais quel est leur état d'esprit par rapport à cette situation? Vous avez le film de Raymond Depardon qui date des années 80 qui s'appelle Faits divers, et vous voyez des policiers du 5 ou 6e arrondissement de Paris qui patrouillent. Ils ont leur uniforme, ils ont une matraque et une arme de service. Voilà. Un policier dans les années 80, ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, ce même policier d'arrondissement, il a un tonfas, il a l'habilitation, mais en tout cas, il a une arme de service, il a le taser, il a parfois le LBD, il a des grenades, etc., etc. Donc, les policiers sont bien mieux équipés que dans les années 80. Moi, je n'ai jamais vu ces policiers qui étaient équipés de ces armes-là les utiliser. En tout cas,
dans les manifestations, on a pu voir que l'escalade de la violence a été extrêmement importante, notamment pendant les Gilets jaunes. Pour les policiers, en tout cas ceux que moi j'ai connus dans le 19e arrondissement, eux, ils rêvent d'une police à l'américaine. Une police à l'américaine, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est normal. Ils rêvent de ça. Ils rêvent qu'on puisse tendre vers ça. Alors évidemment, ce n'est pas tous les policiers du 19e arrondissement, ce n'est pas évidemment pas tous les policiers non plus en France. Mais en tout cas, ces policiers-là, ils n'attendent que ça, de pouvoir se cacher derrière cette expression de violence légitime. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est compliqué. Pour que ça puisse être réformé, l'institution de police, il faut de la volonté politique. Visiblement, ce n'est pas le cas, comme l'a rappelé M. Mirguet et M. Langlois, ce n'est pas le cas. Donc, on fait quoi? On continue? On avance vers le mur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué de pouvoir répondre à une telle question. Merci. J'aurais une dernière question pour clore cette discussion, vu qu'il est bientôt l'heure de la fin. Ça serait par rapport à, pour résumer, l'impunité, ce sentiment. Parce qu'au fil des témoignages des acteurs du monde de la police, sont pointées les baisses des crédits et d'effectifs dédiés à l'institution policière, ainsi que les conditions de travail de plus en plus difficiles, qui ont poussé au suicide un certain nombre de policiers. Sont également soulignés le poids et l'esprit de corps, parfois conjugué à une droitisation extrême, et aussi à l'exposition à la viralité, via les réseaux sociaux, des actes de violence. Vouloir remédier aujourd'hui aux violences policières, est-ce que cela passe nécessairement par la lutte contre l'impunité? Est-ce que la solution réside dans de meilleurs dispositifs de contrôle, comme une IJPN indépendante, ou alors cette initiative d'IJPN citoyenne, qui viendrait donc casser ce sentiment aux yeux des citoyens? Pourtant, est-ce que la question suivante, est-il justifié de penser que si les soutiens actuels de la police se détournent de l'institution, le malaise des forces de l'ordre ne fera qu'empirer? Monsieur Mirguet, peut-être sur cette question? Alors, je ne suis pas certain d'avoir tout assimilé, mais ce qui est sûr, c'est que au niveau de la société, que ce soit vis-à-vis de la police, que ce soit vis-à-vis des autorités, il y a une exigence d'exemplarité qui est bien plus importante que ce que les gens souhaitaient il y a 20 ou 30 ans. Donc, c'est une réalité face à laquelle on est confronté aujourd'hui. Donc, il y a deux façons d'y réagir. Il y a celle qui est choisie désormais, enfin, qui semble vouloir être choisie, c'est-à-dire d'empêcher les gens de filmer, d'empêcher les gens de s'exprimer. Et voilà, c'est ce qui mène à cette escalade. Et une autre, c'est de se dire, voilà, la société a changé. Quelle est la police du 21e siècle aujourd'hui? Comment on l'organise? Comment elle se réforme? Comment elle implique les citoyens? On préférait évidemment que ce soit la deuxième orientation qui soit retenue, puisqu'on l'attend depuis très longtemps. Je ne sais pas si ça répond à vos interrogations. Bon, en tout cas, ça va dans le sens, merci. Monsieur Langlois, par rapport à cette question du sentiment d'impunité, pour vous, la solution réside dans cet IJPN indépendant, mais est-ce que le fait d'avoir un organisme extérieur pour contrôler les policiers, ça ne ferait pas qu'augmenter le malaise de ceux-ci? Non, ça ne ferait pas augmenter le malaise. Au contraire, ça rebat les cartes parce que ça met de la transparence, donc ça facilite le travail des policiers. Les policiers, ils veulent, comme je disais tout à l'heure, 66% d'opinions favorables, c'est nul. Donc la transparence permet d'augmenter les opinions favorables. Deuxièmement, ça libère la parole. Ça libère la parole des policiers qui aujourd'hui ne peuvent pas parler. Donc c'est très important de dire, voilà, maintenant on va remonter, il n'y aura plus que ces images des gens-là, on va dire, voilà, et maintenant il y a des lanceurs d'alerte d'essence, et on va régler le problème. Tant qu'il n'y a pas cette liberté de parole pour les policiers, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ils font exactement l'inverse. Ils musellent la liberté d'expression, ils veulent interdire de filmer les policiers, en plus avec des motifs complètement abjects et ahurissants qui sont cités par M. Darmanin. Tous les trucs qu'il a cités, ça n'a rien à voir. Magnanville, problème de sécurité de données du ministère de l'Intérieur, adresse des fonctionnaires de police, journal officiel, encore ministère de l'Intérieur. Donc en fait, il a donné un exemple qui ne sert à rien et il ne voulait même pas protéger les policiers. C'est pour ça qu'on est dans de la propagande et c'est très dangereux parce que c'est une volonté politique d'en arriver là et de faire passer par tous les moyens ces limitations de liberté, parce qu'une policière de Versailles, en 2019, a gagné son procès parce que quelqu'un l'avait filmé dans le but de lui nuire, la diffusion, etc. La personne qui a fait ça s'est pris 17 mois de prison ferme, 5 mois de mieux que ce que propose la loi de M. Darmanin, si le maximum légal est donné à la personne. Donc on est juste sur de la moquerie.
Et la deuxième chose aussi qui pose problème, c'est dans cette loi, c'est la privatisation des missions régaliennes de l'État. Un policier, alors on veut lui donner des pouvoirs aux polices municipales. Pourquoi pas? Ça a toujours des fonctionnaires attirés par l'intérêt général, mais ça pose un problème d'égalité sur le territoire. En fonction des communes, tout le monde n'aura pas le droit à la même sécurité. Par contre, plus dramatique, on donne des pouvoirs de police judiciaire à des agents de sécurité privés. Et eux, leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt général. Leur intérêt, c'est de faire de l'argent. Voilà. Et du coup, ça pose question. Et comme disait Aristote, il y a les régimes qui ont une garde de citoyens, il y a des régimes tyranniques qui ont des gardes contre les citoyens. Et on est en train de se diriger vers ça. Parce que, par exemple, dans l'affaire Michel Zecler, c'est à la fois le discours de M. Darmanin et de M. Macron. Ils ont dit on a été choqués par les images. Mais moi, ce n'est pas les images qui me choquent, c'est qu'ils soient tabassés. Et justement, c'était au moment où la loi dit bah voilà, on va cacher les images. Mettons cette poussière sur le tapis. Et après, cette gestion de la violence et du déni, je veux encore un petit exemple, un dernier, c'est qu'ici ou n'importe où, j'ai jamais vu quelqu'un qui a pu me contredire sur ce point. Monsieur Pasqua, ministre de l'Intérieur, n'était pas connu pour son laxisme. Voilà. N'empêche que quand monsieur Malik Oussekine est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous les voltigeurs, réponse politique à un dysfonctionnement grave. Et deuxième chose, il a présenté ses excuses à la famille. Comportement du gouvernement actuel. On remet les voltigeurs au goût du jour et on ne présente pas ses excuses. Il n'y a pas de mort dans la police. Pire, on se moque des victimes. J'étouffe quand on me parle de violence policière. Ben moi, j'aimerais bien que M. Darmanin passe son conseil de discipline, parce qu'il essaie de le propre sur toute la profession par ses déclarations. Donc voilà. Et après, mettre un ministre de l'Intérieur qui est sous le coup d'une procédure pour viol, ça donne le niveau des gens et d'exemplarité qu'on demande pour diriger la police. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis juste que derrière, il y aura toujours une suspicion parce que il va abuser de sa position dans un sens ou dans un autre. C'est bien dommage d'être dirigé par la politique spectacle parce qu'il y a derrière des vies qui sont en jeu et qui sont massacrées par ce gouvernement. Merci. Monsieur Gendreau, une dernière remarque par rapport à ce sentiment d'impunité ou alors cette situation qui ne fait qu'empirer? Quand j'ai été auditionné à l'IGPN, la capitaine de police m'a dit « mais avec ça à faire, vous croyez qu'on n'a pas assez de travail à l'IGPN ?» Je lui ai répondu « vous n'avez qu'à condamner ou sanctionner les policiers, peut-être que vous aurez moins de travail. » Le problème qui se pose sur la police, ou en tout cas sur cette minorité policière raciste violente, c'est qu'elle n'est évidemment pas suffisamment sanctionnée, pas suffisamment condamnée et pas suffisamment révoquée. Tant que la police n'aura pas fait le ménage dans ses rangs, le sentiment de défiance entre la police et les habitants ne cessera de croître, et le manque de confiance de la population envers la police ne cessera d'augmenter. Donc, cette donnée-là, mise sur la table, comme je disais tout à l'heure, il suffit simplement une volonté politique. Mais comme l'a rappelé M. Langlois, visiblement, ce n'est pas le cas. Et donc, comme ce n'est pas le cas, on continue dans un système qui ne fonctionne pas. Voilà. Et concernant, puisque dans une partie de votre question, il y avait le sujet sur les suicides des policiers, ce n'est pas une question qui est nouvelle, le suicide des policiers. Moi, j'ai 32 ans, depuis que j'ai, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, j'ai l'impression qu'on en parle régulièrement. Médiatiquement, c'est traité en 5 ou 6 lignes. C'est devenu quelque chose de totalement banal, le suicide des policiers. Malheureusement, c'est devenu totalement banal. Et jusqu'à preuve du contraire, jamais un gouvernement n'a pu mettre réellement en place des solutions qui soient pérennes. Quand j'étais dans le 19e arrondissement, la même semaine, 4 policiers se sont suicidés. Le directeur général de la police nationale de l'époque a dit qu'il faut organiser des journées barbecue. Donc, c'est-à-dire il faut des moments de solidarité entre les collègues. Mais les policiers avec qui je bossais à ce moment-là, ils ont tous rigolé jaune en disant on prend vraiment pour des manques rien. Ce n'est pas avec trois merguez et 2 côtelettes que le taux de suicide va diminuer. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il faudrait plus de suivi psychologique vis-à-vis des policiers, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier qui est quand même extrêmement difficile. Quand vous levez à 4h30 du matin, qu'à 6h, vous êtes en tenue et qu'on vous dit là, vous allez dans l'appartement de quelqu'un qui est mort, évidemment, c'est extrêmement difficile à vivre, ces choses-là. Et ça, c'est régulier, c'est récurrent. Vous brassez de la misère humaine, de la misère sociale quand vous êtes policier. Et il faut, à mon avis, une prise en charge psychologique qui soit bien plus importante. Aujourd'hui, vous avez des psychologues qui passent dans les commissariats, mais ils sont souvent à cheval sur plusieurs commissariats. Et dans ce monde de virilité qui est la police, c'est extrêmement compliqué de prendre rendez-vous chez le psychologue devant les collègues, parce que vous allez passer pour quelqu'un de faible, de quelqu'un qui n'a pas les épaules pour faire ce métier-là.
Donc, je pense qu'il faudrait, oui, un renforcement psychologique avec, par exemple, l'obligation que les policiers aillent une fois par mois consulter un psychologue, juste pour faire du suivi psychologique. Peut-être que ça peut être une donnée pour faire baisser ce taux de suicide. Policier, c'est le deuxième métier de France où il y a le plus de suicides, et ça fait des années et des années que ça dure. Voilà, il faut évidemment une volonté politique là aussi pour arrêter ça. Merci. Alors, ça va déjà être la fin de la conférence, mais d'abord, merci d'être tous venus ce soir pour nous parler de la défiance citoyenne avec les forces de l'ordre. Une dernière question assez rapide. Pour les étudiants de Sciences Po Strasbourg, du coup, vu que nous sommes une asso étudiante pour notre école, auriez-vous un message à leur adresser? Monsieur Mirguet, peut-être, sur ce dernier mot. Je dirais, voilà, en tant que jeunes, ils sont l'avenir. Ce sera aussi à eux de définir comment, au sein de notre société, les choses se passent. C'est à eux de fixer des exigences et de tout faire pour y parvenir. Merci. Monsieur Langlois. Sur ce politique, en général, on se dirige pour faire de la politique, hein, comme son nom s'indique, ou des métiers qui auront en tous les cas des visées à travailler avec le politique. C'est le politique qui décide au dernier moment. Est-ce qu'on a pu le voir ce soir? Le politique fait rien. Donc, on va faire du lobbying et que la génération suivante n'oublie pas ses convictions pour atteindre le pouvoir, en fait. Et si jamais vous y arrivez, vous avez des occasions, pensez que vous pouvez changer les choses et que du coup, ne pas vous laisser acheter, vous laisser emmener par le train-train et vous dire, on va tout mettre sur le tapis parce que maintenant qu'on arrive là, on ne va rien faire. Donc voilà, j'invite tous ceux qui étudient chez vous, et même plus largement ceux qui veulent faire de la politique, voilà, changez les choses dans le bon sens et ne reniez pas les convictions qui vous ont fait engager. Merci. Monsieur Gendreau, peut-être. Moi, j'entends souvent, j'ai pas fait Sciences Po, mais j'entends souvent dire que Sciences Po, il y a beaucoup de conformisme. Alors, ce que je pourrais dire aux étudiants de Sciences Po, c'est sortez de ce conformisme-là, parce que c'est pas avec le conformisme qu'on avance. Et évidemment, croyez tous en vous. Et si certains veulent passer des concours d'école de journalisme, je me tiens à votre entière disposition pour vous donner des conseils si vous le souhaitez. Voilà. Je crois que ça va être très intéressant, ça. Une certaine popularité. Merci. Bon, on remercie tout le monde. Merci d'avoir suivi ce live. Et nous vous rappelons que lundi prochain se tiendra une autre conférence avec comme invité Jérémy Gauthier concernant ce même thème, mais moins sur les violences policières que sur la défiance propre entre citoyens et forces de l'ordre. Merci de nous avoir suivis.